Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, qui sera marqué par ces sujets. Avant-projet de loi portant promotion immobilière. Au Burkina Faso, la dynamique d'exclure de la promotion foncière de l'activité de la promotion immobilière est enclenchée. La possibilité de lotir ne sera autorisée qu'aux personnes morales de droit public. Les promoteurs immobiliers ont marqué leur désaccord. Les raisons tout à l'heure. Et puis la Confédération générale du travail du Burkina CGTB a dressé son bilan de l'année 2029. C'était hier à l'occasion de sa cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An. La somme d'1 million de francs CFA a été remise à l'association burkinabé d'assistance et de secours populaire. Et enfin sport, 21e journée du championnat national de Ligue 1. Le Rail Club du Kadiogo était aux prises avec le Royal FC. C'était hier, match nul, un but partout. William Sonda et Drissa Traoré, qui est entraîneur de Canon du Sud, club de 2e division, seront sur notre plateau du JDS pour un regard notamment sur notre championnat. C'est donc le déroulé pour ce qui est de ce JDS. Je m'en vais vous partager d'abord une brève pour ouvrir ce journal. C'est sur un communiqué donc du CMGA qui fait savoir que l'état-major général des armées et le commandement de la task force Sabre ont organisé hier samedi 18 février 2023 dans l'enceinte du camp Bila Zagré de Cambouensin une cérémonie solennelle de descente de drapeaux marquant la fin officielle des opérations de la task force à partir du sol burkinabé. Cette cérémonie a été présidé par le colonel Adam Néré, chef d'état-major de l'armée de terre, représentant le chef d'état-major général des armées, et le lieutenant-colonel Louis Lecacheur, représentant le commandant de la task force Sabre. Le communiqué rappelle que cette cérémonie intervient après la dénonciation par les autorités politiques du Burkina Faso de l'accord de 2018 régissant la présence des éléments des forces armées françaises au Burkina Faso. Nous allons à présent aborder la première rubrique de ce JDS, journal du dimanche au soir, et c'est celle Société. Nous l'annoncions en titre, exclure la promotion foncière de l'activité de la promotion immobilière et n'autoriser la possibilité de lotir qu'aux personnes morales de droit public. C'est en tout cas les objectifs qui sont à l'intérieur de l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Un atelier national s'est tenu, on se rappelle bien, il y a maintenant une semaine avec les acteurs concernés. La dynamique n'est pas acceptée par les promoteurs immobiliers, ils l'ont fait savoir. Petit rappel avec ce reportage avant de revenir pour un échange. Attention président, ne faites pas exploser la bombe foncière. Président, nous sommes avec vous. Ne tombez pas dans le piège. Voici entre autres les pancartes arborées ce vendredi par les manifestants qui disent s'opposer à l'atelier de validation de l'avant-projet de loi sur la promotion immobilière. Un mouvement soutenu par l'association des promoteurs immobiliers du Burkina APIB qui du reste a quitté la salle des travaux en signe de protestation. Cet avant-projet de loi est une entorse grave à la liberté d'entreprise, principe prévu et garanti par les textes OADA. L'avant-projet de loi va créer une déchirure du tissu social car elle dénie aux propriétaires terriens le droit de céder cette terre à la clé des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et de lourdes peines d'amende. Cet avant-projet de loi interdit à tout citoyen de construire un habitat, quel que soit le type ou le lieu, sans un recours préalable au ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, sous peine de sanctions allant jusqu'à la démolition aux frais du citoyen. L'association des promoteurs immobiliers du Burkina estime par la même occasion que l'avant-projet de loi sur la promotion immobilière ne répond pas aux besoins des populations. Cet avant-projet de loi est identique à tout point de vue à la précédente et qui avait été combattue par la population burkinabé. Cet avant-projet de loi instaure un système de monopole de l'État, des collectivités territoriales et des sociétés d'État. Si on se réfère à l'enquête parlementaire de 2016 sur le foncier, une seule autorité avait détourné plus de 2000 parcelles, sans oublier les 105 000 parcelles de l'enquête recommandée, dont l'enquête recommandait le retrait. C'est dire que reconnaître le monopole du foncier exclusivement à des entités étatiques est suicidaire
et revient à ne plus tirer de leçons sur le passé. Ces promoteurs immobiliers dénoncent par la même occasion un acharnement de la part de leur ministère de tutelle. Le ministère a toujours fait croire que les promoteurs immobiliers ont mobilisé le foncier entier du pays avec un chiffre de 30 000 hectares, c'est-à-dire 17 km sur 17 km. Vous comprendrez que ces affirmations visent intentionnellement à monter l'opinion publique contre les sociétés agréées de promotion immobilière qu'ils font exprès de confondre au morcelaire des terres appelées généralement non lotis, une pratique qui existait depuis les années 60 et qui aurait pris l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. En attendant qu'une suite ne soit donnée à cette affaire, l'association des promoteurs immobiliers du Burkina APIP entend relayer l'information à l'ensemble de ses partenaires. Retour sur le plateau du JDS pour le premier échange. C'est vrai qu'on les avait annoncés déjà par 2 fois, on ne les a pas eu, la 3e fois donc est la bonne. Ils viennent d'ailleurs avec un véritable arsenal, vous le verrez vous-même. Nous sommes rejoints par Dr Aristide Razak Savadougou, il est membre de l'Union nationale des promoteurs immobiliers. Bonsoir. Bonsoir M. Baye. Et vous êtes aussi avec Félix Lankondé qui est juriste. Bonsoir M. Lankondé. Bonsoir M. Baye. Et nous sommes avec David Nana, avec qui je discute souvent des questions d'économie, société, en tout cas on y est, et c'est les préoccupations aujourd'hui des Burkinabés. Le reportage, il a tout à l'heure planté les décors, hein. Il y avait ces échanges lors de l'atelier national sur ce qui est entrevu, en tout cas en termes de mesures nouvelles ou de réformes dans le secteur, et ce n'est pas du goût de tout le monde, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, vous êtes là au nom des promoteurs immobiliers, c'est bien ça. Vous tendez vers une fédération qui sont les membres de cette structure-là de fédération. Merci beaucoup. Alors, avant de répondre à ça, j'aimerais vous demander la permission donc pour féliciter l'ensemble des FDS, des VDP, parce que c'est ainsi, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de terres qui ont été reconquises, et il y a le drapeau burkinabé qui flotte dans certaines villes où depuis un certain moment, il n'y avait plus le drapeau burkinabé. C'est vraiment très bien, nous les encourageons, nous les félicitons. Et au nom de l'ensemble des promoteurs immobiliers, je voudrais donc réaffirmer notre soutien à l'ensemble des FDS, des VDP, et aussi à l'effort du président du FASO qui vraiment sent la volonté de reconquérir notre pays et donc d'aller dans la vision de la souveraineté plutôt de notre pays. Alors, pour revenir à votre question, vous savez, les promoteurs immobiliers se sont organisés en plusieurs associations. Il y a des associations nationales et il y a des associations au niveau local. Donc, il y a 3 entités nationales, c'est-à-dire l'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina, dont le président était M. Zungana de Gelpaz, qui malheureusement est décédé, paix à son âme. Il y a l'association des promoteurs immobiliers du Burkina, dont le président est Samoroger Ninkema, et il y a le syndicat national des promoteurs immobiliers du Burkina. Ce sont les 3 entités qui sont les entités nationales. Et à côté, il y a la PIC, il y a la PIFO, il y a la PHB, le Bobo, voilà. Et c'est ensemble qu'on veut donc mettre en place la fêtière. Et il y a beaucoup de choses qui vont se greffer à côté de la fêtière. Il y a la chambre du promoteur immobilier on envisage mettre en place avec beaucoup de projets donc qui vont aller dans le sens donc du droit au logement, la population, et aussi dans le sens donc d'améliorer l'offre en matière de logement. D'accord. On va faire pédagogie et puis aussi comprendre le problème qui a été posé aujourd'hui. Mais je vais vous permettre de poser les questions. D'accord. Comme vous avez parlé de pédagogie, on vous a aujourd'hui, moi je dirais que c'est l'occasion peut-être de poser un certain nombre de questions parce qu'il y a parfois des difficultés dans votre métier. Parfois même on parle de confusion. Alors aujourd'hui, quelle est la mission du promoteur immobilier et au Burkina Faso, qui est promoteur immobilier, qui ne l'est pas et comment on devient promoteur immobilier? Merci beaucoup. C'est une chance pour nous d'être aujourd'hui sur votre plateau pour expliquer tout ça, parce que on voit des communications qui tendent à discréditer ou qui tendent à salir en fait l'activité ou les promoteurs immobiliers, ou qui tendent à nous confondre avec les morcelaires de terre, encore appelés donc zones non loties, qui existaient depuis les années 60. Donc un promoteur immobilier ou encore une société de promotion immobilière, c'est une société immatriculée normalement qui a un registre de commerce, qui a un numéro IFU.
et c'est une société agréée. Cela veut dire que c'est une société qui dispose d'un agrément, et actuellement l'agrément en vigueur, c'est l'agrément de promotion immobilière et ou foncière. Et entre autres, si on voit les conditions d'obtention donc de l'agrément, une caution de 50 millions, une garantie de 50 millions avec beaucoup d'autres éléments à fournir. Donc c'est une société qui dispose d'un agrément de promotion immobilière et ou foncière actuellement, qui est une société de promotion immobilière. À ne pas confondre avec les gens qui morcellent un peu partout et tout de suite on dit promoteur et tout se mélange dans le même panier. Non, un promoteur immobilier, c'est encore une société de promotion immobilière, c'est une société qui dispose d'un agrément. Et votre mission essentiellement, c'est laquelle? En fait, quand on dit promoteur immobilier, déjà même quand on parle de la promotion immobilière, j'entends par-ci, par-là que la promotion immobilière, dans l'imaginaire du Burkinabé ou de beaucoup de personnes, c'est que le promoteur, c'est seulement la construction des logements. Non, la promotion immobilière, il y a le volet foncier. Et il y a le volet construction. C'est-à-dire, c'est celui qui aménage les espaces, qui viabilise, qui met à la disposition donc de la population des terrains, ou qui construit et qui met à la disposition de la population des logements. Mais tout à l'heure, vous disiez quelque chose qui m'a marqué. C'était aussi dans le reportage tout à l'heure. Il dit qu'il ne faut pas nous confondre aux morcelets de terre ou de parcelles, je ne sais pas. Mais on a l'impression que c'est bien ça. Quand on entend parler de promoteur immobilier, dans le subconscient de beaucoup, bon, c'est celui qui vient, qui discute avec des gens qui sont peut-être propriétaires terriens ou quoi, avec lesquels il faut un arrangement, c'est sur un grand espace, et puis après ils vont morceler. On se trompe ou? Oui, effectivement, vous vous trompez. Et ça me fait sourire, en fait. Quand je vois le travail qui est derrière tout ça. Et je vais vous expliquer simplement. Quand vous avez l'agrément de promotion immobilière et ou foncière en vigueur actuellement, vous devez passer à la mobilisation des terres. Et pour la mobilisation, il y a peut-être l'achat et il y a aussi les actes de cession amiables. Mais il faut dire que la majeure partie des promoteurs immobiliers sont des actes de cession amiables. Cela veut dire qu'on négocie avec les particuliers, parce que il faut se dire, dans les familles aujourd'hui, quand même, vous avez une personne qui a peut-être 2 hectares à couvrir, 1 hectare à Samba, et ainsi de suite. Les gens ont quand même des terrains tout autour. On négocie avec ces personnes, une à une, et on fait des actes de cession amiables. Et dedans, on stipule en fait une contrepartie. C'est comme, par exemple, on peut s'entendre par hectare aménagé, la personne ou la famille prend 4 parcelles ou 5 parcelles, ça dépend, avec titre foncier. Parce que je rappelle que le dernier document en matière de promotion immobilière, c'est le titre foncier. Et donc, ce sont ces espaces-là, un à un, que nous intégrons, et c'est le promoteur immobilier, c'est le porteur de projet. Je prends un exemple, vous voyez sur le plateau, vous voyez ça, c'est pour un site de 50 hectares. Vous soulevez parce qu'on ne voit pas. Voilà, c'est pour un site de 50 hectares. Si vous ouvrez par exemple, il y a des terrains qui appartiennent à des magistrats, il y a des terrains qui appartiennent à des militaires, il y a des terrains qui appartiennent à des commerçants, 1 hectare, demi-hectare, etc. On négocie. Et si on négocie, on met ensemble, ça peut faire 50 hectares, et le promoteur immobilier est le porteur de projet. Donc si on dit par exemple que quelqu'un a 50 hectares, quelqu'un a 100 hectares, ça me fait sourire. Parce que si on vous dit de sortir autour de Ouagaï, d'acheter 100 hectares, vous n'allez pas trouver. En fait, ça appartient à des gens, ça appartient à des particuliers, et aussi, il y a quelques espaces qui appartiennent aux propriétaires terriens qui n'avaient pas vendu. Et eux tous, ils font partie du projet intégré. Et donc, le promoteur immobilier, c'est le porteur de projet. Donc, quand on dit qu'on part prendre des terres, on morcelle, etc., ça me fait sourire. Et donc, après cette phase-là, chez le notaire, il y a le topographe qui fait la délimitation. Le topographe fait la délimitation, il sort le croquis, et vous savez qu'un croquis, ça doit être signé par les services de cadastre ou par un géomètre. Et après ça, il y a les géomètres même qui descendent sur le terrain et qui font ce qu'on appelle le levé topographique. Cela veut dire les courbes de niveau. Si par exemple, même les arbres sont recensés, si par exemple il y a un lieu de culte, s'il y a une construction, s'il y a une zone inondable, etc., s'il y a des canaux, etc., on note tout ça. Et il y a l'urbanisme maintenant qui fait l'aménagement. Il fait l'aménagement, et je rappelle que les urbanistes qui sont ici viennent de grandes écoles, et quand je vois ceux qui contrôlent, c'est effectivement, il y en a dans ces mêmes universités là que viennent nos urbanistes qui font les travaux. Et donc, une fois qu'ils font l'aménagement, il y a un respect de cahier de charge. Vous savez que la loi dit quand on a une superficie, les 50%, c'est prévu pour les voiries et les équipements divers, c'est-à-dire les centres d'intérêt communs, c'est-à-dire les écoles, etc., les centres de santé, etc. C'est prévu.
Et les autres 50%, c'est ça qui peut être utilisé comme parcellaire. Et même dans ces 50%, il y a 30% qui sont réservés donc aux logements sociaux. Donc, les urbanistes respectent tout ça. Et s'ils finissent, ce sont les architectes qui prennent en fait le projet et qui essaient de concevoir logement par logement et modélisent la petite ville-là en 3D. Et donc, jusque-là, c'est une grosse facture. Et après ça, vous passez à la mairie et vous demandez une délibération du conseil municipal. Et tous les conseillers statuent et vous avez une délibération. Et si vous avez la délibération, vous partez maintenant au ministère de l'urbanisme pour demander l'approbation. Et c'est là le problème. Parce que la loi 057 de 2008 qui encadre la promotion immobilière, il y a le décret 2022 de 2009 qui dit que quand on dépose un dossier de demande d'approbation, les services techniques ont 15 jours pour trancher et le ministre a 15 jours pour donner l'approbation ou refuser, et en cas de refus, il doit motiver dans le même délai. Cela veut dire que tout au plus en 30 jours, c'est réglé. Mais il y a des dossiers là-bas qui font 10 ans et rien. Donc vous voyez, quand j'entends qu'on prend des terres en morcelle, alors que je sais que les étapes que j'ai signifiées jusque-là, c'est des centaines de millions qu'on a déjà dépensés, et on est là assis, moi ça me fait rire. Je ne sais pas de quel promoteur immobilier vous parlez, voilà. D'accord, allez-y. Mais est-ce que c'est pas un fait? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui morcellent, qui vendent des terrains nus parmi vous? Des gens qui morcellent et qui vendent des terrains nus. Je pense qu'il faut qu'on fasse la part des choses. C'est sa pédagogie, nous on veut comprendre, parce que c'est ce qui s'est dit. D'accord. Par exemple, le promoteur immobilier, il a le droit de vendre des parcelles. Il a le droit de vendre des parcelles. Il construit, il vend aussi des parcelles. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui veut un logement construit à 9 500 000, à 15 millions, à 20 millions. Il y a des gens aussi qui veulent une parcelle et qui vont cotiser, payer une parcelle, et après qui vont peut-être prendre un crédit pour essayer de construire des briques, ainsi de suite. Donc c'est l'autoconstruction. Et dans la réglementation, par exemple, l'agrément que nous avons, l'agrément de promotion immobilière seulement, nous permet même de gérer le volet foncier, le volet construction, normalement. En plus de ça, nous avons même et ou foncier. Cela veut dire, voilà, c'est dit promotion immobilière et ou foncière. Cela veut dire même que le promoteur immobilier qui se bat aujourd'hui pour construire les logements là est à encourager. Sinon, il avait la possibilité de faire la promotion foncière, mais il se bat aujourd'hui pour construire des logements, et ça doit être encouragé. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Des gens qui prennent, parce que sur nos sites même parfois, on voit des éléments qui viennent, qui prennent 1 hectare à côté, et qui essaient de morceler rapidement, vendre. Et donc, on confond tout le monde aux promoteurs immobiliers. Et il faut dire aussi que la communication de l'autorité publique n'a pas aidé. Parce que depuis le ministre, surtout le ministre Benewende Sankara, il y a le ministre Bonané qui passait le temps à dire qu'il n'a signé aucun document pour quelqu'un, alors que vous savez qu'il y a des titres fonciers qui sont là. Et si on repart au niveau du ministre Benewende, il a eu une communication assez dure vis-à-vis des promoteurs immobiliers. Je ne sais pas qu'est-ce qui était derrière, mais il est arrivé à dire que les promoteurs immobiliers, c'était pas des gens bien, c'était pas des gens voilà. Et une fois, il a dit qu'on donne un poulet, on prend des terres, on morcelle, on vend, on devient riche, on paie des V8, etc. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, si quelqu'un donne un poulet, il prend des terres, il morcelle, il vend, c'est que celui qui paie là n'est pas intelligent. Sinon, il pouvait prendre un poulet aussi, aller donner et prendre sa parcelle. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Monsieur Lankwande, vous vouliez ajouter quelque chose parce que tout à l'heure, vous dites que ce n'est pas facile. Non, c'est pour dire que l'argument selon lequel les promoteurs immobiliers s'accaparent des terres avec les propriétaires terrains juste à partir de certains gestes qu'on leur fait pour avoir suffisamment d'hectares, c'est un argument trop facile. Pour un promoteur immobilier agréé par l'État. Nos agréments ne sont pas délivrés par des structures privées. C'est le même ministère qui délivre les agréments sur la base d'une commission. Donc, jeter une telle accusation à des gens à qui vous délivrez des documents pour exercer le métier qui est encadré par des lois, bon, ce n'est pas responsable. Mais bon, je reviens toujours là-dessus, parce que tout à l'heure, David Nana disait, mais et pourtant, il y en a qui le font. Vous dites que c'est des morceleurs de parcelles, ou je ne sais pas comment c'est qu'on peut dire, mais ce que l'on remarque, c'est que c'est un peu la pratique. Vous voulez dire que c'est des gens qui ne sont pas agréés, ceux qui le font, ou bien ceux qui sont agréés ne se retrouvent pas dans cette façon de faire-là. On veut comprendre, parce que pour beaucoup, quand on parle de la question foncière aujourd'hui, c'est des gens qui se présentent comme des agences, comme des entreprises immobilières qui voient des chefs de terre, qui discutent, qui prennent une bonne partie, avec évidemment la possibilité pour, après la viabilisation et tout, permettre à ces vieux-là et les autres d'avoir aussi une partie. Et derrière, il y a de l'argent aussi qui est payé et tout.
On a même entendu, je me rappelle, parce que vous évoquiez tout à l'heure le magistère de Maître Bénéwendé Sankara, il y a même eu aussi un point de presse, notamment des propriétaires terriens, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il disait, où est le problème si les gens viennent nous voir et discutent avec nous et qu'en notre âme et conscience, on décide de pouvoir prendre telle décision. Donc ça veut dire que quelque part, on reconnaît qu'il y a des gens qui viennent et qui font ça. Ce n'est pas des promoteurs immobiliers ou quoi? C'est ça la question aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut qu'on précise les choses. Quand vous dites que des gens viennent voir les propriétaires terriens, ils s'entendent avec eux, ils morcellent. Vous voyez, la loi a prévu des étapes pour arriver à cela. Donc, je ne comprends pas. Vous voulez dire une société qui a acquis les terres auprès des propriétaires terriens et qui a fait tout ce travail dont j'ai fait et qui finit par morceler, ou bien quelqu'un qui vient, qui prend seulement et qui se Parce que quand je vous écoutais tout à l'heure, j'avais comme l'impression que les morceleurs de terre, comme vous dites là, c'est pas vous. Et ce que vous appelez morceleurs de terre, c'est ceux qui vont voir ces vieux-là et qui ont ce process-là. Donc moi, je suis un peu surpris. Ce que j'appelle morceleurs de terre, c'est ceux qui voient les vieux et qui prennent ou encore qui achètent, ça dépend, ou qui avaient des terres, et qui se mettent à morceler, ils n'ont pas d'agrément, ils n'ont pas produit un dossier immobilier, un dossier foncier, ils ne sont pas passés par la mairie, rien du tout. Voilà, ça c'est des morceleurs de terre. Parce que là, ils ne sont même pas reconnus par l'État. Cela veut dire qu'il n'y a même pas de taxes à payer au niveau de l'État. Et vous savez par exemple que dans le cadre de la promotion immobilière, si vous avez l'approbation du ministère de l'Urbanisme, le dossier passe au niveau du ministère des Finances pour les taxes. Et vous voyez, les taxes sur une parcelle de 300 mètres carrés, les taxes tournent autour de 200 à 300 000 francs. Et il y a 200 000 francs de taxes de jouissance. Et ça sort, le titre individualisé sort au nom de la société et le client va faire une mutation. Cela veut dire que vous avez au minimum 1 million. Par parcelle. Et donc, si un promoteur fait tout ce travail et il arrive à aménager et il met à la disposition de la clientèle des parcelles et puis il construit aussi une partie, bon, ça, c'est pas des morceleurs de terre. Les morceleurs de terre, c'est ceux qui prennent, ils n'ont aucun document, ils sont pas passés par la mairie, ils n'ont rien introduit au ministère de l'Urbanisme, ils se mettent à morceler et à vendre. Donc ça, c'est pas des promoteurs immobiliers. D'accord. Je voulais aussi qu'on avance un peu peut-être dans l'échange, parce que tout à l'heure, on a mis le doigt sur le fait qu'il y a un processus qui est enclenché. On a entendu le ministre dire que les consultations sont très larges, tous les acteurs en tout cas sont autour de la table. Vous, est-ce que dans ce processus-là, en amont vous avez été associé? Quelle a été votre contribution? Qu'est-ce que vous reprochez dans les différentes réformes qui sont en train d'être entrevues? Où ça coince pour vous? Avec quoi vous n'êtes pas d'accord? Merci bien. Vous savez, quand on dit que les promoteurs immobiliers ne sont pas d'accord avec l'avant-projet de loi, on pense que ce sont nos sociétés qu'on défend ou c'est pour nos intérêts. Non. Si vous lisez l'avant-projet de loi, c'est quelque chose qui contient en lui-même les germes en fait d'une explosion sociale. C'est une bombe en fait. C'est une fracture que cela va créer. Et je prends un exemple. Vous voyez déjà, si vous prenez l'article 71 qui dit que les co-auteurs, c'est les possesseurs fonciers, les villageois, etc. Vous savez, c'est une loi. Quand une loi passe, le juge va appliquer en cas d'infraction. Et donc, on va se retrouver dans une situation où on prend les familles et les villages entiers pour aller enfermer. Alors que la loi 034 portant un régime foncier rural leur donne le droit, c'est leur terrain. Ils peuvent jouir de ça comme ils veulent. Donc, si quelqu'un, par exemple, a acheté des terres ou on a cédé des terres à quelqu'un qui n'est pas en règle vis-à-vis de la loi, c'est cette personne qui doit être punie. Ce n'est pas les vieux, ce ne sont pas les chefs coutumiers, ce ne sont pas les chefs de terre qu'il faut prendre, aller enfermer. Donc déjà, même sur ce cas-là, sur ce fait, j'attire l'attention que ce ne sont pas nos sociétés déjà qu'on défend uniquement en refusant. C'est une loi qui porte en elle-même les germes d'une bombe. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'articles qu'on va égrener. Et donc, pour revenir par rapport à l'association, est-ce qu'on a été associé ou pas? Vous savez, au temps du ministre Bénéwendé, il y a eu l'atelier d'élaboration de l'avant-projet de loi à Manga. Et on y a été. Je rappelle qu'on n'a pas été pris en charge, mais c'est pas grave. Les promoteurs, voilà, sont pris en charge et tout. C'était houleux. C'était vraiment très houleux. Et on a contribué
Et je peux vous dire que les moutures de l'avant-projet de loi que vous voyez là, c'est même quelque chose d'un peu amélioré. Au début, il y avait des articles qui disaient que quiconque vend ou cède une parcelle de terre à titre onéreux ou gratuitement, il va en prison. Cela veut dire que vous-même, si vous donnez une parcelle à votre fils, vous partiez en prison. C'est des moutures, il y a plusieurs moutures, vous avez suivi un peu, voilà. Donc c'est à chaque fois, quand on dit on n'est pas d'accord ici, il faut revoir là, et quand parfois on arrive à claquer, qu'au final on arrive à ça. Et même ici, au niveau de cet avant-projet de loi actuel, c'est encore mauvais. C'est encore mauvais. Et donc, à l'atelier de Manga, on a participé, on a proposé des choses, on a proposé beaucoup de choses, on a dit nos récriminations et tout. Et quand ils sont venus à l'atelier de validation, ce qui nous a été envoyé, on s'est rendu compte qu'aucune de nos propositions, aucune de nos suggestions, aucune de nos récriminations n'a été prise en compte. C'est comme si on n'a même pas été à Manga. On a été voir la chambre de commerce en son temps et on a expliqué parce que c'est notre maison mère. La chambre de commerce a effectivement trouvé que c'était pertinent. Ça ne peut pas être comme ça. Ce sont des entreprises commerciales. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et la chambre a écrit en son temps pour demander le ministre de reporter en fait l'atelier de validation. Bon, le ministre a dit qu'il n'a pas vu et ça a pu se tenir. Mais c'est pour dire que c'est pas nous-mêmes, c'est pas nous seuls qui sommes contre cet avant-projet de loi. Et j'imagine, il y avait Tri TV sûrement le jour de l'atelier. Alors, si vous faites vos enquêtes, vous allez voir qu'il y a plusieurs autres professionnels qui n'ont même pas participé à l'atelier. Quand on faisait l'appel, jusqu'à ce qu'on quitte la salle, il y avait des autres professionnels qui étaient absents. Donc vous, quand vous avez reçu la mouture, là, vous l'avez lu, oui. Vous avez trouvé qu'il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte, donc vous avez claqué la porte. Aucun n'a été pris en compte. Et regardez par exemple le fond de cet avant-projet de loi qui confère le monopole à l'État et qui donne le droit des particuliers à disposer de leurs terres. C'est l'État seul qui peut prendre, qui peut faire des aménagements, etc. Alors qu'on a vu dans le passé, l'enquête parlementaire est là. Des ex-DG qui ont eu plus de 500 parcelles, c'est là, 535 parcelles. Un maire, comme Séraphin Ouedraogo, qui, à elle seule, il y a eu 2000 parcelles illégalement attribuées ou encore détournées. Il y a tellement de choses. Et c'est l'État d'ailleurs, dans son lotissement, qui a fait, qui a morcelé la bande verte. Il y a eu des attributions au niveau de la bande verte. Donc, dire qu'on va repartir à là, qu'on va donner le monopole à l'État, sincèrement, c'est comme si on ne tire pas de leçons du passé. On ne peut pas accepter ça. Et pour revenir, quand on a vu l'avant-projet de loi, on s'est dit, nous allons aller nous asseoir dans un atelier où on dit qu'on va enfermer les propriétaires terriens, on va enfermer les chefs coutumiers, parce que généralement, c'est les propriétaires terriens, les chefs de terre, etc., ou des particuliers qui ont leur terre. Non, on ne peut pas accepter ça. Allez-y. Moi, ce que je veux peut-être comprendre, il y a une explication peut-être de la part de l'État. Moi, je reviens un peu en arrière dans le débat. Est-ce que c'est pas partie du constat aussi? Parce que, disons-le aussi, la promotion immobilière, c'est aussi pouvoir offrir des logements décents à la population. Finalement, cette mission-là, qui est tellement noble, est-ce que vous ne l'avez pas mis à côté? Parce que là, vous avez reconnu que c'est de votre devoir aussi. Vous avez la possibilité aussi de vendre des terrains nus. Est-ce que c'est pas parce que la vente des terrains nus a pris le dessus sur la construction des logements que l'État aussi va vers cette posture-là? Très bien. Cette question me permet d'expliquer, d'étaler en fait, de m'étaler sur le nœud en fait. Vous voyez, quand on introduit un dossier au ministère de l'Urbanisme, je disais tout de suite que pour l'approbation, il y a 30 jours. Les dossiers font des années. On dépose le dossier, on s'assoit dessus. Et tout le monde sait quand on dépose un dossier, on ne le jette pas, on s'assoit dessus. Ça rime à quoi? Je vous laisse deviner. Et vous voyez, si on a l'approbation, on passe à la case titre foncier. Et le titre foncier, c'est un document qui permet d'être déposé comme garantie pour mobiliser des fonds et construire des logements. Vous voyez le problème? C'est comme, vous voyez, on avait un fonds au logement social, c'est-à-dire le FOLOS, ça a disparu. On avait une banque de l'habitat, ça a disparu. Donc aujourd'hui, le promoteur immobilier doit mobiliser les fonds de lui-même. Il n'y a pas de problème. Nous avons des relations avec des banques à l'international, des fonds souverains et tout. Mais il faut un titre foncier pour déposer comme garantie, pour pouvoir travailler. Vous voyez le problème? Donc le promoteur immobilier veut construire les logements. Et plus encore, il veut construire des logements moins chers ou des logements qu'il va offrir à des Burkinabés ou qu'il va des logements que les Burkinabés pourront prendre et payer progressivement sur 20 à 30 ans. Mais aujourd'hui, si les titres fonciers ne sont pas signés, vous allez déposer quoi comme garantie?
Et je rappelle qu'en 2021, quand la loi est passée, la loi a été déposée en Conseil de ministres, j'ai lu, on a dit que les promoteurs immobiliers ont construit 6 000 et quelques logements. Alors que dans le débat de presse, bien avant, au centre de presse Norbert Zongo, le café débat, on avait dit que 275 promoteurs n'avaient même pas pu construire 2000 logements. Donc vous voyez la communication qui a été faite vis-à-vis des promoteurs immobiliers. On ne sait pas ce que ça cache. Des personnes qui se battent, parce que quand on prenait 6 000 logements, déjà, ouais, le logement social, ça va tourner autour de 7 500 000. 7 500 000, vous multipliez par 1000, vous avez 7 500 000. Vous multipliez par les 6, vous tournez autour de 45 milliards. Des poches des promoteurs immobiliers, sans soutien. Et vous ne voulez pas les encourager. Ce sont des gens qui veulent construire. Mais s'ils n'ont pas de titre foncier, si par exemple je veux aller en Arabie Saoudite, ou je veux aller en Afrique du Sud, ou je veux aller à Dubaï pour demander l'appui d'un fonds souverain, il faut que je dépose une garantie. Et la garantie, c'est le titre foncier. Vous parlez de chiffres, hein. On parle de 6 000 logements construits. À côté de ça, on a combien de parcelles nues qui ont été vendues? Alors là, il faudrait que vous fassiez les statistiques maintenant. Parce que là, vous êtes 275 promoteurs immobiliers agréés. Bon, c'est peut-être quelque chose, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux aussi? Quand on regarde le rapport population burkinabé et puis 6 000 logements, bon. Déjà, j'aimerais dire que ces 6 000 logements construits en fait de la poche des promoteurs immobiliers, c'est peut-être à encourager. Mais quand on va sur un terrain, je veux dire, c'est un marché. On va pour les affaires, d'une part. C'est vrai qu'il y a le social parce qu'on veut offrir des logements décents, mais quand on décide d'aller comme promoteur immobilier, on sait ce qui nous attend. Donc, vous félicitez, certes, oui, mais après tout, c'est ça aussi votre mission. Donc, il n'y a pas forcément à vous féliciter puisque c'est ce que vous devez faire. Et vous savez ce qui vous attend sur ce marché lorsque vous y allez. Très bien. Et comme exemple, si vous regardez par exemple en Côte d'Ivoire, vous regardez au Maroc, vous regardez au Sénégal, il y a des fonds. Il y a des fonds qui accompagnent les promoteurs immobiliers. Cela veut dire que quand vous entreprenez de construire des logements sociaux, des logements mettre à disposition des populations, il y a des accompagnements. Mais ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On dit qu'il y a des exonérations par rapport au logement social. Là aussi, vous voyez par exemple à Bassienko, c'est l'État qui a fait l'aménagement et qui a appelé les promoteurs immobiliers par l'eau, voilà, pour qu'ils puissent construire. Je me rappelle quand on nous avait appelé premièrement, on a dit ok, vous apportez une caution de 500 millions, après on dit 750 millions. Certains ont accepté, certains ont dit bon, avec l'État il faut faire attention, parfois il y a des crédits qui restent. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des promoteurs qui ne se sont pas bien tirés. Et vous voyez, quand on a construit les logements sociaux à Bassienko, il y a toujours des logements qui sont là-bas et il y a l'herbe dedans. Les gens n'ont pas pris. Et par rapport à l'aménagement, vu que c'est l'État qui a aménagé, combien de fois les habitants de Bassienko se sont plaints qu'ils n'ont pas accès, il n'y a pas de voie, il n'y a rien. Pourtant c'est l'État et c'est le même État qui veut reprendre le monopole. Bon, je veux comprendre. Hein. Il y a la dynamique est claire. Vous retirez la promotion foncière. C'est un peu ça qu'il y a derrière comme idée. Maintenant, vous laissez la promotion immobilière de façon claire. En quoi est-ce que ça dérange tant? Parce que jusqu'à présent, vous ne nous avez pas vraiment dit pourquoi est-ce que vous, en tant que promoteur immobilier, ça vous dérange. D'autant plus qu'on sait que c'est d'abord cette vocation. La pression sur la terre aujourd'hui, elle est très forte. La terre, je ne sais pas si elle gagne en valeur intrinsèque. Si c'était peut-être que vous découvriez des métaux là-bas ou de l'or ou quoi que ce soit, sinon la terre c'est la terre. Mais on est arrivé à un niveau tel où quand vous voyez les prix des parcelles, il y a un problème. Il y a une vraie spéculation aujourd'hui qui est faite. Est-ce que c'est pas, vous ne comprenez pas aussi un peu la raison qui est un peu avancée par l'autorité? Parce qu'on est arrivé à un seuil de pression où à un moment donné il faut aussi faire quelque chose. Est-ce que vous ne comprenez pas aussi le problème qui est posé? Vous savez, M. Vaha, nous aimons notre pays. Nous aimons tellement notre pays. Parce que quand je vois les promoteurs immobiliers, ce qu'ils font, à côté même de leur métier, de leur entreprise, pour la population, c'est énorme. Nous aimons vraiment notre pays. Quand, par exemple, vous dites que la promotion immobilière, on veut plutôt retirer la promotion foncière et laisser la promotion immobilière, que dans le fond, ça ne devait pas nous poser des problèmes. Non, je demande pourquoi est-ce que dans le fond, ça vous pose problème. D'accord. Alors là, peut-être, je comprendrai. Merci beaucoup. En fait, la promotion immobilière même contient le volet foncier. La promotion immobilière là contient le volet foncier. Même s'il n'y a pas de promotion foncière, le fait de dire promotion immobilière, il y a le volet foncier et il y a le volet construction. Cela veut dire que je ne peux pas aller construire. Vous voyez, si c'est construire seulement, ça existe. Ça s'appelle le BTP.
La construction seulement, ça s'appelle le BTP. La promotion immobilière, il y a le volet foncier et il y a le volet construction. Ça veut dire vous mobilisez le foncier et c'est une garantie, vous construisez dessus et vous donnez clé en main, par exemple, à celui qui paye la maison et la parcelle. Ça, c'est la promotion immobilière. La promotion foncière, c'est rien que vendre des parcelles. Mais la promotion immobilière, il y a la partie foncière, il y a la partie construction. C'est l'amalgame que les gens font. Non? Si on avait retiré la promotion foncière et on dit il n'y a que la promotion immobilière, mais ça garde sa vraie définition, qui est le volet foncier que nous aménageons et nous construisons dessus, ça aurait été autre chose. Mais là, ils veulent dénaturer l'activité et faire en sorte que la promotion immobilière devienne du BTP. Il n'y a qu'à dire maintenant que c'est du BTP qu'il y a au Burkina Faso. Là aussi, c'est une façon de parler et c'est franc. Vous étiez allé à Manga, après il y a eu d'autres rencontres. Oui. Vous dites, vous avez apporté aussi votre vision. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui pourrait contribuer à d'abord solutionner ce qui est vrai aussi, qui est une préoccupation aussi de l'autorité, la question de la spéculation sur les terres, et puis aussi faire aussi votre affaire. Qu'est-ce que vous avez proposé comme réforme? Oui. D'abord, j'aimerais préciser quelque chose. Quand vous dites que la pression sur la terre est forte du fait des promoteurs immobiliers... Non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Non. J'ai dit qu'il y a une pression qu'on observe. Maintenant, l'autorité... Par qui? Non, je m'explique. Il y a seulement 5 ans, 10 ans, vous connaissiez un peu ce que valait une parcelle. Une parcelle valait combien? Et aujourd'hui, quand vous prenez le prix des parcelles, ça a explosé. Mais je 10 ans, une parcelle valait combien? Et maintenant, ça a explosé. Ce que vous êtes en train de dire... Parce qu'il faut qu'on... Il y a une vraie pression sur la terre. Il y a de la spéculation claire et nette. On est d'accord avec vous que même les lois ont plafonné peut-être les prix. Mais ça, c'est ce que les lois disent. Mais sur le terrain, on constate autre chose. Les prix des parcelles, disons... plutôt ce que vous constatez. Pour que je puisse répondre directement, mais les parcelles coûtaient combien? 5 ans? Et même quand je dis 5-10 ans, bon, c'est vrai que c'est votre niveau, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle des constats qui sont un peu empiriques. Moi, je vais pas vous dire ici qu'il y a nous tous, on a peut-être il y a 5 ans, 10 ans, on n'était pas au niveau de ce besoin-là. Il y en a qui le payaient. Et aujourd'hui, quand ils le vendent, c'est-à-dire, vous l'achetez. Je vais prendre un exemple qui sera plus simple pour vous. Vous prenez une parcelle de 5 millions, 2, 3, 4 ans après, vous pouvez la vendre à 8 millions, 9 millions. C'est connu, c'est sûr. Maintenant, si vous dites que c'est pas vrai, on sait que peut-être vous n'êtes pas au Burkina. Non, si vous dites une parcelle que quelqu'un a payé à 5 millions et la personne vend à 8 millions, je ne vois pas pourquoi c'est un problème des promoteurs. Non, je veux dire qu'il y a une pression sur la terre. Ce que je dis, c'est qu'il y a une pression sur la terre aujourd'hui. Il y a une vraie spéculation sur la question foncière. Mais ça, au moins, c'est une réalité. Mais là, je ne dis pas que c'est de votre fait forcément. Mais il y a une envie de l'autorité de juguler. Elle commence avec le promoteur immobilier que vous êtes. Donc, je dis, quelles sont les propositions qui ont été les vôtres pour prendre en compte la préoccupation de l'autorité et puis peut-être défendre aussi vos intérêts. D'accord, merci bien. Je vais revenir par rapport à les terres que les promoteurs immobiliers ont. Vous savez, quand on a suivi la communication du ministre Benewende en son temps, il a dit que les promoteurs immobiliers ont mobilisé 30 000 hectares, n'est-ce pas? 30 000 hectares, tout. Vous savez qu'un kilomètre carré, ça fait 100 hectares. Donc, si vous prenez les 30 000 hectares, ça fait 17 km sur 17. Exactement 17,32 km sur 17. Donc, tout le problème, tout le grand bavardage là se situe sur 17 km sur 17. Sur les 274 000. Voilà. Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Maintenant, pour revenir à la pression, à la spéculation, aujourd'hui, je vois qu'avec les entreprises de promotion immobilière, les gens peuvent avoir des parcelles à 3 millions, 3 millions 500, 5 millions. Alors que vous voyez la Sonature et le CGC, c'est rare de personnes qui se rendent vers la Sonature, par exemple, pour payer des terrains, parce que très souvent, c'est plus cher. Donc, je me dis quand même qu'avec les promoteurs immobiliers, s'ils sont bien encadrés par l'État, c'est une chance d'ailleurs pour que le citoyen puisse avoir des parcelles. On voit par exemple, ou des logements. On voit par exemple des gens qui viennent chez nous pour des logements ou pour des parcelles et qui peuvent payer ça sur 5 ans. Petit à petit, et qui arrivent à le faire. Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est quand c'est pas encadré ou quand on nous confond à des morceleurs de terre ou encore quand on bloque nos dossiers et on n'arrive pas à produire le titre foncier pour que ça soit pris comme garantie, pour qu'on puisse aménager, pour qu'on puisse construire. C'est là le problème. Voilà, c'est là le problème.
Maintenant, ce que nous proposons, aujourd'hui, si l'État veut se remettre dedans, il n'y a pas de problème. L'État peut mobiliser, nous mobilisons. Et vous voyez pourquoi les propriétaires terriens se sentent bien avec les promoteurs immobiliers. Quand je viens et je vois que vous, votre famille a 10 hectares, et je négocie avec vous pour faire un projet, vous avez 4 à 5 parcelles à l'hectare. Si je prends 5 parcelles, ça veut dire qu'à la fin de l'aménagement, vous avez 50 parcelles avec titre foncier. Donc, vous mettez les noms des enfants, les noms en tout cas, les membres de la famille, même ceux qui sont mineurs, vont avoir des terrains. Et donc, dans 10 à 20 ans, ils ne pourront pas dire que leurs grands-parents avaient des terres et qu'aujourd'hui, ils dorment dans des célibatoriums. Non, c'est une bonne chose. Par contre, si vous prenez le lotissement de l'État en son temps, on vient, on dit, OK, on va prendre votre superficie. On dit, c'est ceux qui ont 18 ans ou plus qui auront une parcelle. Donc, il y a des gens qui vont grandir et qui vont entendre qu'ici, c'était le champ de leur père, mais au final, ils n'ont rien. Ils dorment dans des célibatoriums. Donc, quand on écoute ceux qui disent les promoteurs immobiliers sont ceci, cela, il faut aussi aller à la base, voir les propriétaires terriens, voir ceux qui vivent vraiment là où on fait les aménagements, pour voir, c'est pas la même appréhension. C'est pas la même appréhension. D'accord, David? Non, on vous écoute et puis on essaie de vous comprendre, mais le problème il demeure. L'exemple, vous êtes passé de 9 promoteurs agréés en 2014 à 275 en 2020. La loi du marché voudrait que d'une façon tacite, plus l'offre est là, la concurrence positive que vous allez créer entre vous, on doit sentir une baisse au niveau des coûts des logements. C'est vrai que relativement, vous estimez que c'est moins cher, mais reconnaissons-le pour le citoyen lambda, le coût du logement est toujours élevé. Pourquoi c'est ainsi? Est-ce que c'est pas parce qu'à un moment donné aussi, l'État a vu que les promoteurs immobiliers, la mission qu'on leur a confiée n'est pas atteint, qu'il prend ces mesures-là aussi pour des précautions? Je ne le pense pas. Vous savez, le nombre des promoteurs immobiliers a augmenté a augmenté très rapidement autour de 2016-2017 parce que il y avait le gouvernement Roch-Marc Christian Kaboré, le président, qui avait le projet 40 000 logements pour les Burkinabés. Et avec ce projet 40 000 logements, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont eu l'agrément pour accompagner le chef de l'État en son temps. Mais vous voyez le problème, les promoteurs immobiliers ont fait le travail qu'ils devaient faire, c'est-à-dire mobiliser les terres, faire les études et tout. Mais arrivé au ministère pour l'approbation, rien. On prend les dossiers, on dépose, on s'assoit dessus. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Rien. Et rien. Et je pense que là-dessus, ça serait bien que les journalistes fassent une enquête dans ce ministère-là pour voir pourquoi on bloque les dossiers. Sans rien dire, on avait un délai, ils avaient un délai pour refuser ou bien pour valider. Ils n'ont pas fait et puis ils bloquent les dossiers. Pourquoi? Je pense que vous allez éclairer. Vous l'avez posé ce pourquoi à qui de droit? Bien sûr. Et je vous laisse le soin de faire l'enquête là-dessus. Ça sera édifiant, je vous assure. Quand on regarde, les promoteurs immobiliers, c'est vrai qu'ils ont claqué la porte le jour de l'atelier national. Mais après, nous avons appris qu'il y a certains qui étaient même repartis voir le ministre, qui ne se reconnaissaient pas, qui ne se retrouvaient plus si solidaires de la posture du début, qui sont prêts pour des évolutions. Est-ce que c'est vrai déjà? Et puis, s'ils sont... D'abord, est-ce que c'est vrai? Ça sera le premier. Parce que la deuxième question est liée à ça. À notre connaissance, non, nous n'avons pas appris ça. Parce que le jour... Certains ne sont pas allés voir le ministre? Pas à notre connaissance, parce que le jour de l'atelier, il y avait l'Union nationale des promoteurs immobiliers qui était là, il y avait l'association des promoteurs immobiliers du Burkina, il y a le syndicat, il y a l'association de Bobo à PHB, il y avait l'APIC, l'association des promoteurs immobiliers du Kadiogo, et on est tous sortis de la salle. Donc le reste maintenant, c'est vous qui nous donnez cette information. Parce qu'on devait vous recevoir il y a un dimanche, la semaine dernière, c'est certains de vous qui nous l'ont dit. Allez-y, d'accord. Disons que il y a une communication émanant du ministère de l'urbanisme qui n'est pas bon et qui n'est pas à l'honneur du ministère. Parce que quand... Ce que M. Va est en train de dire, ça n'émane pas du ministère. Parce que c'est vous qu'on avait... C'est la PIB qu'on avait contacté. Oui, mais disons que cette communication, nous avons tous suivi l'intervention du secrétaire général du ministère quand il a fait la déclaration sur la RTB. Si je ne me trompe pas, c'est bien de ce constat qu'il est ressorti que après notre déclaration, il y a une partie des promoteurs qui est partie le voir et qui n'était pas d'accord avec notre déclaration.
Ben, il se trouve que, effectivement, à la date du 10 février, les raisons qui nous ont conduits à quitter la salle sont nombreuses. Disons qu'avant de revenir là-dessus, le 9 janvier, le ministre actuel nous a reçus pour parler effectivement des problèmes qui minent le secteur immobilier. Et parmi ces questions, il est ressorti qu'actuellement, en période de transition, l'urgence n'est pas la réforme. L'urgence, c'est de résoudre l'ensemble des difficultés que les anciens ministres ont eu à créer avec les promoteurs avant d'aller aux réformes. C'est ce qui est ressorti. Le ministre même a pris l'engagement de résoudre ce qu'on appelle le passif dans l'immobilier. Le passif est constitué de quoi? Le passif est constitué de la lenteur des dossiers, du traitement des dossiers au niveau du ministère. Le passif est également constitué de l'ensemble des problèmes créés par les morcelaires des terres et que l'ensemble des promoteurs ont fait des propositions à certains habitants des non-lotis pour leur permettre d'avoir des parcelles. Et le ministre a pris l'engagement de mettre en place une commission ad hoc avec les 5 associations pour qu'on résolve ce passif-là avant d'aller aux réformes. À notre surprise, on nous envoie une invitation pour prendre part à un atelier de validation. Nous avons envoyé une correspondance, vous pouvez vérifier au ministre pour lui signifier que nous ne sommes pas au cours, en fait, nous ne pouvons pas aller dans un double langage. Tantôt vous dites une chose et vous revenez sur le contraire. Ce que je veux savoir, le passif foncier dont on fait cas. Parce que je reviens encore sur sa question. Le morcelaire des terres, finalement, c'est pas vous, mais vous êtes associé au processus pour résoudre ce passif-là. Et je veux dire, est-ce que parmi vous, promoteurs immobiliers, certains sont dans ces cas de figure-là? En ce qui concerne le passif foncier, c'est-à-dire qu'on a attribué des terrains aux gens et puis après ça crée des problèmes. Est-ce qu'il y a des gens dans des membres de votre... Quand nous disons le passif foncier chez nous, ce n'est pas ce cas-là. Ça, c'est le passif foncier de l'État, les attributions que l'État a faites. Quand nous parlons de passif foncier, ce sont les dossiers bloqués qui sont entassés au ministère de l'Urbanisme et le ministère a laissé passer les délais de rejet et tout, et les dossiers sont bloqués là-bas. C'est comme c'est un vide juridique. Chacun interprète maintenant comme il veut, ou dans son sens. Et là-dessus, il y a une nouvelle commission ad hoc qui a été mise en place, encore pour bien traiter, parce qu'avant, on a sorti 105 noms, et c'était... voilà. Maintenant, ils ont remis une nouvelle commission ad hoc pour examiner les dossiers. C'est ça, les dossiers bloqués. Vous voyez, ce sont les sociétés commerciales, des entreprises légalement constituées qui ont mobilisé des fonds pour faire ce travail. Et quand les dossiers arrivent là-bas, c'est bloqué. Les entreprises vivent comment? Ou encore, quand les dossiers sont bloqués comme ça, comment on peut avoir un titre foncier pour déposer comme garantie pour construire les logements? Pourtant, nous devons construire ces logements et nous voulons le faire. Donc, c'est ça le passif, en fait. Est-ce que ces 275 promoteurs immobiliers agréés, là, ils sont tous d'avis avec vous? Ils ne sont pas d'accord avec cette réforme? Nous avons des associations. Nous avons des associations au niveau national, des associations au niveau local. Et toutes nos associations, ensemble, ont signé tout ce que nous avons écrit comme mémorandum et tout. Donc, quand vous nous dites qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette réforme, depuis vous vous êtes revus, oui, vous avez fait des rencontres. Oui. Nous faisons des rencontres. Maintenant, nous ne pouvons pas faire 72 heures sans faire des rencontres. Voilà. Donc, à ma connaissance, pour le moment, en tout cas, c'est une information que vous nous donnez. D'accord, allez-y. Il y a une erreur sur la position de l'ensemble des promoteurs immobiliers. L'opinion publique a tendance à croire que nous sommes contre les réformes. Nous ne sommes pas contre les réformes. Pourquoi de réforme en réforme, on ne fait que créer des problèmes? Nous avons suffisamment de lois sur la promotion immobilière qui ne sont jamais appliquées. Il faut faire l'examen du niveau d'application de ces lois et voir où sont les problèmes avant d'aller aux réformes. D'accord. Nous ne sommes pas contre les réformes. Mais pour l'instant, quand on regarde, vous avez claqué la porte. Oui. On ne sait pas, peut-être la dynamique va continuer. Ça risque, parce que quand je vous écoute, ça risque d'être sans vous. Ou bien il y a des moyens de conciliation. Vous dites que vous revoyez pour discuter de cela. Qu'est-ce que vous entrevoyez aujourd'hui? Il y a des moyens de conciliation, il y a des audiences demandées pour au moins discuter du problème. Alors, si on prend la loi, l'avant-projet de loi en 2021
quand effectivement c'était passé en atelier de validation et même c'était passé en conseil de ministres, nous n'avons pas fermé totalement la porte. Nous avons approché des personnes de source. Nous sommes allés voir même les religieux, les coutumiers, en tout cas beaucoup d'institutions pour échanger avec ces institutions-là et faire part en fait de nos inquiétudes et de nos propositions. Donc c'est pas fermé. Et j'aimerais préciser quelque chose. Le jour de l'atelier de validation, on a vu à la télé comment les populations sont sorties pour dire qu'elles ne sont pas d'accord. Pourquoi ? Vous voyez, les habitants des zones non loties savent ce que c'est que quand on confie le monopole du foncier à l'État ou aux collectivités territoriales. Ces gens-là savent. Vous savez, quand on parle du passif généré par l'État, vous voyez, il y a des zones non loties où il y a des bornes. Le terrain est borné, mais les gens sont toujours là-bas parce qu'en réalité, il peut y avoir 3 familles ou 4 familles entre 4 bornes et le propriétaire de ces 4 bornes-là même est quelqu'un qui n'a jamais dormi un seul jour dans une zone non lotie. Ces gens refusent de partir. C'est tout à fait normal. On fait comment? C'est une bombe. Et vous savez que nous avons écrit en mars 2021, et la correspondance est là, nous avons écrit au ministre pour lui demander à ce qui nous permet d'accompagner l'État dans l'appurement du passif. Cela veut dire que les promoteurs immobiliers ont demandé à l'État à ce que ces personnes-là qui ont été victimes de lotissement de l'État là puissent avoir des parcelles sur leur superficie, sur nos terrains. On a écrit, c'est là. On n'a pas eu de réponse. Après, on nous dit qu'on a donné au ministre de la Réconciliation pour réconciliation. On s'est demandé, mais qui va loger dedans, qui va être dehors et on va les réconcilier comment? Et vous savez, mieux encore, vous voyez ça, c'est une convention que nous avons signée avec les OSC qui représentent les habitants des zones non lotées. Nous avons dit, nous voulons que l'État nous permette, à ce qu'on les accompagne, pour que nos sites-là, qu'on aménage, qu'on puisse quand même, vous savez qu'il y a des contreparties qu'on donne aux propriétaires terriens. Une fois que les propriétaires terriens ont leur titre foncier, ce qui reste, que l'État puisse prélever un peu, pour essayer de gérer les zones non loties. C'est-à-dire qu'on fasse un lotissement normal. Les gens ont leurs parcelles, ils sont dans les zones, ils restent là-bas, mais ceux qui sont pris par les voies, etc., qu'on puisse voir sur nos sites-là pour prélever un peu et les aider pour avoir un lotissement normal. Cela veut dire que si cette loi passe là, tout ce qui est prévu là tombe à l'eau. Cela veut dire que les zones non loties vont rester là où elles sont et dans la situation que vous connaissez dans la promiscuité. Et je répète, vous voyez, en 2021 encore. Ça sera pour terminer. D'accord, en 2021 encore, le ministre de l'Urbanisme a invité les différents acteurs à l'hôtel Silmandé pour présenter un projet de restructuration. Ils ont dit qu'ils voulaient mobiliser 800 milliards pour restructurer les zones non lotées, c'est-à-dire tracer des voies et laisser des gens toujours dans leur petit lopin, dans la situation difficile là. Et ils ont émis 3 hypothèses où les gens devaient payer entre 450 000 et 1 120 000 pour rester dans leur situation précaire. Cela veut dire que l'État n'a pas pour objectif de faire un lotissement pour les gens. Et nous, les promoteurs immobiliers, on a écrit, on a même signé une convention, on dit, faites un lotissement pour les gens. Si ça ne suffit pas, on s'entend et vous prélevez un peu sur nos sites pour compléter. Vous voyez, c'est parce qu'on aime le pays. Mais si cette loi-là passe, tout ça s'est mis à l'eau. C'est pourquoi les gens des zones non loties ne sont pas d'accord. Parce qu'ils voient leur chance tomber à l'eau avec cette loi-là. Et vous voyez, il y a beaucoup d'articles dans cette loi qui touchent le citoyen directement. Hormis les promoteurs immobiliers. Ça veut dire que cette loi, je trouve que si ça passe, c'est quelque chose de très dangereux pour notre peuple. Merci. Comment ça touche directement le citoyen? Rapidement, un exemple. Très bien. D'abord, cet avant-projet de loi dénie le droit d'un citoyen comme ça à céder librement. C'était, puisqu'on a dit que c'est l'État qui ne peut faire, qui peut faire l'aménagement. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas faire la publicité de votre produit immobilier. C'est pas seulement la société de promotion immobilière. On a dit tout produit immobilier. On ne peut pas faire une publicité sans l'autorisation du ministre de l'Urbanisme. Donc vous voyez. Et si vous le faites, il y a un problème. Par exemple, s'il y a des constructions, vous voulez construire quelque chose, il faut l'autorisation. Si vous ne le faites pas, il y a des sanctions qui sont prévues. Et même au pire des cas, on peut détruire ce que vous avez construit et c'est vous-même qui allez payer pour que ça soit fait. Et en cas de démolition aussi, si vous n'avez pas le permis de démolir, on peut vous demander de remettre votre infrastructure en l'état avant de le faire. C'est discutable pour la publicité, c'est normal qu'on puisse jeter un regard parce que la construction aussi, ça engage. Mais la publicité encadrée dans le secteur de l'éducation, c'est fait. C'est fait aussi. Et puis que pour construire aussi, est-ce que c'est pas de bonne guerre que l'État puisse avoir un regard avant qu'on construise? La publicité mensongère doit être combattue.
Mais s'il faut dire que toute publicité, par exemple... Il ne faudrait pas arriver à la publicité, mon cher. Et d'autant plus que c'est vrai que ça, je ne voulais pas l'aborder parce qu'on avait d'autres questions pour lesquelles on avait décidé sur lesquelles on avait décidé de rester. Mais il y a beaucoup qui sont aujourd'hui en justice parce qu'ils ont comment dire cela, ils ont accepté de souscrire à temps après, ça devient des problèmes. Il n'a pas sa maison et il n'est pas remboursé. On lui explique des choses qu'il ne comprend pas. Ça aussi, c'est des éléments qui sont... Je pense que là, c'est un problème de droit commun. Quand des gens ont une convention ensemble et puis c'est pas respecté, les gens ont le droit d'aller se plaindre. Mais voilà. Ça, ce n'est pas le fait mais je vais dire, mais au cœur, il y a beaucoup d'agences immobilières qui sont dans ces affaires-là. Les sociétés de promotion immobilière, c'est différent des agences immobilières. Bon, c'est des sociétés de promotion immobilière, c'est ce que je voulais dire. On se comprend. Merci bien David Nana pour tout ça. Merci Dr Aristide Sabadougou d'être passé. Merci aussi à Félix Lankondé d'être passé. Vous êtes membre de l'Union nationale des promoteurs immobiliers et M. Lankondé est juriste. En tout cas, on ne peut pas en 55 minutes élaguer ce sujet-là dans toute sa plénitude. J'espère qu'on vous aura encore, mais ne nous faites plus de faux bons, parce que on a eu droit à 2 faux rendez-vous pour en avoir un 3e bon, et puis on ne regrette pas de vous avoir eu. En tout cas, merci d'être passé. Merci. Merci. On va continuer le journal du dimanche au soir avec une présentation de vœux, celle de la Confédération Générale du Travail du Burkina Faso, CGTB. La cérémonie a eu lieu le samedi 18 février à la Bourse du Travail, donc hier. Cette cérémonie de présentation a été l'occasion pour la CGTB de faire le bilan de ses activités de 2022 et définir de nouvelles perspectives. Le collectif syndical a également remis la somme d'1 million de francs CFA à l'association burkinabé d'assistance et de secours populaire au profit des personnes déplacées internes. Maxime Jean-Eudes de Bambara pour le reportage. L'objet de cette rencontre syndicale n'est pas de décréter un mot d'ordre de grève ou d'annoncer un mouvement d'humeur, encore moins de faire des revendications. Les syndicats membres de la Confédération Générale du Travail du Burkina CGTB se présentent mutuellement les vœux pour l'année 2023. Cette rencontre se veut donc conviviale et un moment d'introspection pour examiner les actions menées en 2022 et définir de nouvelles perspectives. En termes d'action, le bilan est jugé satisfaisant malgré une année 2022 marquée par la crise sécuritaire et par les 2 coups d'État. Dans ce contexte, notre collectif a été constant dans ses prises de position face à la mise à rude épreuve des libertés individuelles et collectives, la baisse du pouvoir d'achat, l'amplification de la vie chère, la malgouvernance et l'impunité des crimes économiques et des crimes de sang. Autant de questions comportant des enjeux majeurs pour les travailleurs et partant pour notre peuple qui s'organise de plus en plus pour s'y opposer et manifester leur solidarité à l'égard des victimes. Pour l'année 2023, les préoccupations essentielles de la CGTB restent la question sécuritaire, la question des libertés individuelles et collectives, ainsi que la lutte contre la vie chère. Et sur ce dernier point, la CGTB compte se faire entendre les jours à venir. Vous avez suivi les augmentations successives du prix du carburant, ce qui complexifie et affaiblit aussi de façon très conséquente le pouvoir d'achat des travailleurs et des populations de façon générale. Pour cela, nous sommes en train de nous concerter encore insistamment. Vous allez entendre la voix des syndicats sur ces questions. Accusés d'avoir milité pour le retrait du projet du Code du travail à l'Assemblée législative de transition, les syndicats réagissent. Nous avons déjà écrit au Premier ministre au niveau de l'UAS pour marquer notre étonnement quant au retrait du projet de Code à l'ALT. Parce que nous avions appris par voie de presse que l'UAS faisait partie des structures qui auraient demandé son retrait. Mais nous voudrions vous dire officiellement que cela est un mensonge grossier et nous avons même interpellé les autorités à ramener le plus rapidement possible ce projet à l'ALT pour que le processus puisse se poursuivre. Cette cérémonie de présentation de vœux a également été l'occasion pour la CGTB de témoigner sa solidarité aux personnes déplacées internes. Un chèque d'1 million de francs CFA a été remis à l'association burkinabé d'assistance et de secours populaire. Pendant longtemps, les ONG qui interviennent donc, sont des ONG plutôt internationales. Donc là, c'est vraiment les expériences que nous avons de plus en plus, c'est de la mobilisation de ressources internes avec donc les
travailleurs pour permettre donc d'intervenir et d'apporter donc la solidarité populaire envers donc les personnes déplacées internes. Cela nous paraît aujourd'hui extrêmement important, malgré le fait qu'il y ait la cherté de vie et que donc les prix augmentent et que les travailleurs sont acculés, ils acceptent donc contribuer pour donc venir en aide donc aux personnes déplacées internes. La Confédération générale du travail du Burkina interpelle les nouvelles autorités au respect des libertés démocratiques et syndicales, à la gestion rigoureuse des richesses nationales, à la prise de mesures conséquentes contre la vie chère et à un examen sérieux des préoccupations des travailleurs et à une prise en charge efficace de la crise sécuritaire. À présent, parlons culture. Et dans cette page culture, nous vous proposons un zoom sur un réalisateur burkinabé, son nom Salam Zampaligré, 10 ans de carrière dans le cinéma. Il nous parle de sa dernière production, Le Taxi, le cinéma et moi. C'est un film documentaire qui retrace l'histoire des cinéastes burkinabés qui aujourd'hui donc se trouvent dans une situation de précarité. Le film sera projeté lors du FESPACO. Le Taxi, le cinéma et moi a déjà remporté un prix, celui du film documentaire au 12e Festival du cinéma africain en Égypte. Mamie Triana Kamambou pour le reportage. Le Taxi, le cinéma et moi. Un film documentaire du réalisateur burkinabé Salam Zampaligré. Je ne peux pas même rêver. Ce film documentaire retrace le parcours du cinéaste Drissa Touré, autodidacte qui était à l'origine chauffeur de taxi. Sa rencontre avec le réalisateur Ousmane Samben a changé sa vie. En tant que cinéaste, il a pu s'imposer comme un réalisateur reconnu au Burkina Faso, mais aussi au niveau international. Drissa Touré se retrouve aujourd'hui en but aux affres de la vie, dont le silence et l'indifférence de tout le monde. Avec ce documentaire, le réalisateur burkinabé veut attirer l'attention sur les réalités du cinéma aujourd'hui. Ce film sera projeté au Panorama lors du FESPACO. Je peux dire les choses spirituelles du cinéma. Nos États n'ont pas de véritable politique cinématographique. Parce que faire un film en Afrique, faire un film au Burkina, au Congo, c'est un véritable parcours du combattant. Parce qu'à partir du moment où nos États ne financent pas nos films, où nos États n'ont pas créé de fonds pour accompagner les cinéastes, nous sommes tout le temps obligés de nous rabattre un peu en Occident. Et en Occident, il n'y a que quelques guichets. Nous sommes obligés, voilà, c'est toute l'Afrique, tous les cinéastes africains se battent dans ces quelques guichets-là. Ce qui fait que la production, elle est vraiment très très lente. Tout comme Drissa Touré, plusieurs autres cinéastes se trouvent de nos jours dans la situation de précarité. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce un problème de financement ou une question de gestion de carrière de ces acteurs du 7e art? Je pense que ce problème-là de précarité des cinéastes, des artistes, est dû aussi au fait que dans les années 90 aussi, il y a eu le programme d'ajustement structurel où des salles de cinéma ont été fermées. Ma préoccupation, c'est de savoir quand est-ce que nous allons sortir de cette situation. Parce que moi, je n'ai pas de réponse comme ça par rapport à mon film. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un débat qui est posé, c'est qu'il y a des questions qui sont posées. C'est comment on réfléchit à tout ça pour un avenir radieux de notre cinématographie. Comment donc y remédier? Comment permettre aux cinéastes burkinabés et d'ailleurs de jouir de leurs œuvres? C'est de créer des mécanismes pour permettre aux artistes de pouvoir s'exprimer à chaque occasion, parce que pour qu'il n'y ait pas de concurrence,
pour qu'il n'y ait pas, si dans chaque État, il y avait un fonds, par exemple au Burkina, si on avait un fonds périn, par exemple, où on dit chaque année, il y a telle somme pour tous les cinéastes, ceux qui ont les meilleurs scénarios, voilà, il y aura du travail. Le Taxi, le cinéma et moi a reçu le prix du film documentaire au 12e festival du cinéma africain en Égypte. Avec plus de 10 ans d'expérience dans la production audiovisuelle, Salam Zampalikri est un réalisateur burkinabé, membre du collectif Général Film. Diplômé de l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS de Ouagadougou. Salam Zampalikri a réalisé de nombreux courts-métrages à succès. On projette la lumière, tu vas voir des images, tu es assis anonymement et tu vas tout comprendre. Personne ne te donne des leçons de morale. Après la culture, le sport, et c'est la dernière ligne droite de ce JDS. Je suis rejoint par William Somda. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. On va parler du championnat national. On va d'abord regarder un reportage et puis après on discute. Le Rail Club de Kadiogo, Royal FC hier pour le compte de la 21e journée du championnat national de Ligue 1. Et les Faucons étaient classés 5e, il faut le préciser, avant la 21e journée. Mais ils n'ont pas pu garder leur avantage à la première mi-temps puisqu'ils ont marqué les premiers. Ils se sont fait rattraper en seconde mi-temps. Et le reportage nous est fait par Yacine Savadougou. Le Rail Club du Kadiogo partage la part en deux avec le Royal FC. Un match comptant pour la 21e journée du championnat national de Ligue 1. La véritable occasion en première période sera celle du but. Sur ce coup franc bien exécuté par Draman Kambou, le portier du Royal ne peut que constater les dégâts. Score à la pause. De retour des vestiaires, l'équipe de Bobo rentre tout de suite dans le match, histoire de revenir au score, tout d'abord avec cette frappe d'Ismaël Sawadougou. La deuxième sera fatale. Sur ce ballon, Youssouf Kaboré remet les pendules à l'heure sur une passe d'Ismaël Sawadougou. Un but partout. Le RCK tente de reprendre l'avantage, tout d'abord sur ce coup de pied arrêté, puis ici, et surtout les derniers ballons qui pouvaient être sifflés pour penalty. Un but partout au coup du sifflet final. Pour le coach des Faucons, ce nul est un regret, mais s'en prend également au corps arbitral sur la dernière action. C'est un regret pour nous. Maintenant, un regret certes, mais le côté arbitral est très mortel parce que si vous revoyez l'action, je ne vois pas en aucun cas, je ne vois pas pourquoi il ne va pas nous donner ce pénalty-là. C'est très mortel. Si le commissaire du match est là, si le 4e est là, normalement ils doivent l'aider, même s'il n'y a pas des oreilles là, ils doivent l'aider par rapport à cette faute-là. C'est très flagrant, ça ne nous aide pas. Voilà, ça freine l'élan de travail, ça freine l'élan de la dynamique de l'équipe. Vous travaillez une semaine et à moins de 5 minutes, l'arbitre vous plonge. Ce match-là, on devrait gagner ce match-là. Donc vraiment, c'est un regret. Et le corps arbitral, il va falloir qu'il revoie pour nous aider. Sinon, ce n'est pas intéressant. Pour le coach du Royal FC, ce point du nul est bon à prendre. À la première période, les enfants ont joué comme ils étaient crispés. On leur avait bien expliqué de faire attention sur les fautes aux abords des 18 cas, c'est l'arme fatale des RCK. Mais bon, malheureusement, sur une faute, les RCK a marqué. Il fallait encore galvaniser les jeunes. Et à la mi-temps, c'est ce qu'on a fait. On les a pressés très haut. Et Dieu merci. On repart avec un point. Même si on venait pour les 3 points, on repart avec un point. Je pense que c'est pas mal. Le Rail Club du Kadiogo, après ce nul, se voit éloigné du titre, mais peut toujours revenir, surtout quand on a encore jusqu'à 9 journées à disputer. Retour sur ce plateau. Somda, on vient de voir ce match, c'était celui d'hier. J'ai dit que pour ce qui est des Faucons, ça devient un peu plus difficile. C'est le titre qui s'éloigne. Mais est-ce qu'il était tant à porter?
Mathématiquement, il ne s'éloigne pas tant que cela, parce que mathématiquement, il est à portée. Mais quand on voit les forces en présence, c'est une très mauvaise opération pour donc, les Faucons. Déjà 5e à l'entame de cette 21e journée, ce n'était pas une bonne position pour prétendre conserver son titre. Mais on reste dans un championnat, c'est journée après journée. Et il ne faut pas oublier que certaines équipes qui trônent devant le RCK aujourd'hui ont connu par moments des périodes difficiles. Mathématiquement, il y a encore de la place pour faire quelque chose, mais je dirais que sur le terrain, ça sera difficile. J'ai presque envie de dire que le RCK aura du mal à conserver son titre. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme point pour ce qui est de ce... Le point, c'est de dire que l'AS Douanes a su profiter donc du nul de Salitas. Avant cette 21e journée, il y avait 3 points entre les deux formations. Salitas qui se fait accrocher à Koudougou, l'AS Douanes qui l'emporte 3-2 face à l'Asfaï Denga. Tout de suite, on se retrouve avec 5 points entre donc les deux formations. C'est pour dire que la rencontre à venir à la 24e journée, si je m'abuse, entre donc Salitas et l'AS Douanes pourrait donc être très déterminante pour la suite de la compétition, pour la course au titre. C'est une rencontre qui pourrait facilement valoir 8 points à l'AS Douanes, et puis on va dire qu'on va faire moins 3 à Salitas. 8 points pourquoi l'AS Douanes? Parce qu'il y a déjà 5 points entre les deux formations. Si l'AS Douanes parvient à remporter ce choc là, ça va faire 8 points entre les deux formations à 5 ou 6 journées de la fin. Ça sera déterminant. Et puis ce qu'il faut retenir également au cours de cette journée, c'est que Vitesse décidément effectue sa meilleure saison depuis donc son ascension dans l'élite. Il gagne à Bobo. Ils savent donc très bien jouer à Ouaga. À défaut de gagner, ils repartent avec le point du nul. C'est pas le SK qui va dire le contraire. Et puis en haut du classement, on prend donc ses marques, on prend ses distances, mais au bas du classement, ça se resserre et c'est très dangereux pour certaines équipes. Justement, vous parlez du bas du classement, c'est Asfa et Fou, ça commence à devenir inquiétant. Très inquiétant, très inquiétant, parce qu'il reste 9 journées, les Faux est relégable, l'Asfa n'est pas très loin, les Faux avaient l'occasion en début de soirée donc de se sortir quelque peu de cette zone rouge, parce que Real du Faso ayant perdu à Bobo Dioulasso face au Racing, les Faux avaient l'occasion non seulement de repasser devant et de compter peut-être 1 ou 2 points d'avance. Les fois a concédé le nul face à l'AS Police, une équipe de l'AS Police qui en 21 sorties donc n'a fait que 7 nuls pour 14 défaites. La Police ne gagne pas, ou du moins les autres parviennent chaque fois à battre la Police. Et les Faux avaient l'occasion de le faire donc cet après-midi, ça n'a pas marché. Si bien que les Faux restent toujours dans cette zone dangereuse, cette zone, je dirais, délicate. On ne le souhaite pas. Mais on voit l'Étoile filante de Ouagadougou en cette position après 21 journée de championnat. C'est la première fois que cela arrive de toute l'histoire de l'Étoile filante de Ouagadougou. Il ne faut pas oublier que c'est le plus gros palmarès de notre football. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela, ce genre de descente je ne suis pas Dieu aux enfers, mais bon, en tout cas, ces difficultés-là. On pouvait voir ça venir. La gestion. La gestion. Je pense que tous ceux qui suivent l'Étoile filante de très près, forcément, on s'attend à ce que ça arrive un jour. Sur ces 5 dernières saisons, si vous m'enlevez la saison dernière, 2021-2022, où l'Étoile rate le titre d'un cheveu, les autres saisons ont été difficiles. On n'a pas encore oublié la saison 2018-2019 où les Bleus Blancs ne se maintiennent qu'à la dernière journée à la faveur d'une victoire face au rival l'Asfaï Yenenga. C'est ça. Une défaite les aurait certainement conduits en deuxième division. Et je pense qu'ils n'ont pas tiré les leçons de cette saison catastrophique. Ils retombent dans leur travers. Il a fallu attendre on va dire quasiment la deuxième moitié du mois de janvier pour voir les Faux apurer donc ses arriérés vis-à-vis des joueurs. Il a fallu également attendre quasiment le mercato pour voir les Faux se séparer de son coach Lassina Savadogo. C'est une équipe qui souffre dans sa gestion, c'est une équipe qui n'a pas su effectuer un bon recrutement, parce que le bon recrutement, c'est de garder ses meilleurs éléments, et les Faux n'a pas su le faire la saison dernière. Beaucoup de joueurs sont allés voir ailleurs parce que bon, ils ne se sentaient pas en sécurité. Aujourd'hui, c'est triste pour les Faux, mais l'Étoile ne peut que s'en prendre à elle-même. C'est vrai que bon, habituellement sous d'autres cieux, lorsque vous avez une équipe qui a un capital sympathique comme ça assez fort, ça veut dire que les finances aussi suivent, parce qu'on paie des cotisations, tout ça. Mais quand on regarde le cas des Faux, c'est bon, c'est la réalité aussi de notre football. Hein. Ce n'est pas que les Faux, c'est tous les clubs. Ouais. Hormis les clubs qui appartiennent peut-être, je veux dire, à certains individus, Raïmo, Majestic, COSAF,
Real du Faso, les autres ont des problèmes. Il n'y a pas de cotisation, ça ne se paye pas. Les supporters, on ne les sent que lorsqu'il s'agit de venir faire la grogne et de réclamer le départ d'un entraîneur ou le départ d'un président. Ils ne cotisent pas. Et vous savez très bien le contexte particulier dans lequel nous sommes fait que la recherche des partenaires, en ce qui concerne donc le sponsoring au football, n'est pas tout à fait évidente. Il est extrêmement difficile aujourd'hui dans le contexte où nous sommes. Vous savez très bien, Geoffroy, avec moi, il y a un adage qui dit qu'un cheval qui a plusieurs palefreniers meurt toujours de soif. C'est ça. Voilà, c'est des clubs donc associatifs avec plusieurs dirigeants. Écoutez, chacun se dit que l'autre fera le geste. Tout au contraire, des clubs qui appartiennent aux individus qui savent que oui, j'ai investi, je me dois d'entretenir l'investissement. La même chose arrive à l'IFO, la même chose arrive à d'autres équipes. Dans certaines équipes, je dis c'est encore bien pire. Les dirigeants se font la guerre, tandis que les joueurs se débrouillent comme ils peuvent. Et c'est des clubs dans lesquels cette saison, vous avez régulièrement des questions d'arriérés de salaire, des questions d'arriérés de primes. Il faudra peut-être repenser le modèle donc, de nos clubs, parce que je ne dis pas que les clubs qui appartiennent aux individus offrent la meilleure alternative, mais si l'on reste dans le cadre associatif, il faudra penser à bien de choses. Pourquoi pas se transformer en société sportive et voir comment on mobilise les ressources, comment on entretient le club au jour le jour, parce que mobiliser les ressources dans un premier temps c'est bien, mais comment faire le retour sur investissement, c'est encore mieux. Sinon des équipes comme l'IFO, l'ASFA, dans quelques années j'ai bien peur que ces clubs là se retrouvent sans des gens décidés à les récupérer et à investir énormément. Ce qui pourrait être triste. Vous parliez tout à l'heure de l'EFO avec qui a accepté c'est parler de son coach à la fin du mercato. Et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de mouvements d'entraîneurs quand même. Oui, il y a eu beaucoup de mouvements d'entraîneurs déjà. Dès la 4e journée, le coach Julien Yamego de l'AS Police décide lui-même de rendre le tablier. Parce que pour ce coach c'est assez particulier. Au départ, il ne souhaitait pas donc récupérer l'encadrement de l'équipe. Je pense que c'est une injonction qui est venue donc de ses supérieurs parce qu'il est policier. Voilà, il n'y a pas de raison de refuser d'encadrer l'équipe de la police. 4e journée, il rend le tablier. À l'USFA, 5e journée, il se sépare donc de leur entraîneur. Donc déjà en 5 journées, on a déjà 2 changements de coach. 2 journées plus tard, c'est Albert Bamara qui donc rend le tablier lui également du côté de Royal FC de Bobo. Et puis après, il y a l'Étoile Filane de Ouagadougou qui se sépare de Lassina Savadogo. Il y a l'AS Sonabel qui se sépare de Drissa Ouedraogo. Il y a le Real du Faso qui donc on va dire fait un réaménagement. Puri Oubanga qui avait en charge l'équipe première repart au niveau de la formation des jeunes, et Mouni Kwanda qui était son adjoint récupère donc l'équipe A. Et puis l'AS Police qui décide de faire donc du neuf avec du vieux, parce que Amédou Balbonné qui avait remplacé Julien Yamego entre temps également a rendu le tablier, et c'est Drissa Ouedraogo qui vient d'être à peine limogé il y a eu une semaine de l'AS Sonabel qui récupère donc l'équipe de l'AS Police. Ça fait son 3e passage sur le banc donc de cette équipe de l'AS Police. Et quelque part c'est la preuve aussi que le marché des entraîneurs n'est pas aussi fourni que cela au Burkina. Ils sont très peu à être autorisés donc à s'asseoir sur un banc de touche en Ligue 1, si bien qu'on retrouve les mêmes d'une saison à l'autre sur les différents bancs de touche. C'est quoi pour vous? C'est la preuve d'un dynamisme ou bien de l'impatience aussi des clubs? Parce que par moments c'est souvent les mauvais résultats qui font partir les entraîneurs. Je pense que la logique voudrait que quand une équipe ne va pas bien, qu'on change l'entraîneur parce qu'il est seul. On aurait pu changer les 30 joueurs. Là c'est encore plus difficile de faire parce que seulement l'entraîneur c'est plus facile. À ce propos, je vais emprunter on va dire une déclaration qui a été très célèbre, une déclaration de l'ancien sélectionneur de la Colombie, Francisco Naturama. Vous savez qu'il y a quelques années il était autorisé seulement que 2 changements. Donc à la pause il fait ces 2 changements, l'équipe renverse donc la vapeur, et écoutez, à la fin du match la première question qui vient c'est: coach, pourquoi vous avez changé 2 joueurs à la pause? Et lui il répond: parce que le règlement ne m'autorise qu'à en changer 2, sinon j'aurais viré toute l'équipe. Donc c'est pareil pour les entraîneurs. Quand ça ne marche pas, le premier fautif c'est l'entraîneur. On essaie d'apporter un autre avec un autre discours, une autre façon de faire, en espérant un électrochoc favorable. À l'USFA, ça a marché sur les premières journées, mais depuis la reprise, l'équipe piétine, elle patine. Elle est aujourd'hui, je veux dire, à portée de fusil des équipes donc de la zone rouge. Au Royal, ça a marché, même si ces dernières journées, je pense encore que ça patine un petit peu.
Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Au Real du Faso, depuis le changement, ça marche mieux. Mais à l'effort, ça ne marche pas bien mieux que sous les Assina El Salvador. C'est la preuve que changer l'entraîneur, ça ne marche pas toujours. La meilleure façon de faire une bonne saison, c'est d'avoir une bonne préparation, c'est d'avoir un bon recrutement, c'est de mettre l'équipe, les joueurs et l'entraîneur dans de bonnes conditions. Là, vous avez beaucoup de chances de faire une bonne saison. Même Raimo aujourd'hui, qui est dans le trio de tête, a changé d'entraîneur à un moment, alors qu'il n'avait pas péri dans la demeure. Le Ghanéen Kofi Moses a dû céder sa place à Brahma Zongo, l'artisan donc du titre, du doublé de 2019. Alors c'est le seul qui semble connaître cette équipe parce qu'à chaque fois qu'il y tient, il réalise une bonne saison. Vous dites, quand on regarde au constat, c'est comme un jeu de chaises musicales, hein, c'est les mêmes qui quittent ici, qui vont ailleurs, qui quittent ici, qui vont ailleurs. Oui. Mais c'est quoi? Il n'y a pas de 109, il n'y a pas de... Non, je pense on n'attire pas assez aussi. Non, pour s'asseoir sur un banc de Ligue 1, il faut avoir un diplôme. Oui, il faut avoir la licence B. Depuis quelques années, les formations se sont un peu arrêtées en ce qui concerne donc les licences B. Ils ne sont pas nombreux ceux qui sont titulaires de la licence B. Ils ne sont pas très nombreux. Alors, on n'a que 16 clubs en Ligue 1. Les uns sont titulaires, les autres sont donc adjoints. Alors lorsque se fait le sentir donc le besoin de récupérer une équipe, vous n'avez pas la main d'œuvre à portée de main. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, le championnat du Burkina a été inondé par des entraîneurs étrangers qui le plus souvent donc raflent les titres en fin de saison. Mais depuis la réglementation à ce niveau au Burkina, où il faut être titulaire au minimum d'une licence B fédérale, pour les étrangers on va demander des fois la licence A. Depuis lors, les étrangers ne viennent plus parce que beaucoup, je n'indexe pas un pays, mais dans certains pays, cette rigueur-là n'est pas encore appliquée. Voilà, je suis ancien joueur, j'ai suivi une petite formation quelque part, et puis j'entraîne, ils ne sont pas très regardants. Mais au Burkina, on est regardant sur la question. Pour entraîner, il faut avoir été formé au métier d'entraîneur. Il faut donc faire preuve d'une licence, que ce soit la licence A ou la licence B, qu'elle soit fédérale ou qu'elle soit de la CAF. Mais moi, la question, c'est que quand on en reste à un cocon comme ça, est-ce que c'est parce qu'on n'attire plus vraiment? Parce qu'il y a la réalité aussi du paiement, de la façon dont on les traite, le projet. Parce qu'un entraîneur, il vient épouser un projet, il vient aussi avec une vision, il vient apporter quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'on n'attire pas aussi? Parce que quand on regarde notre football... Est-ce qu'on n'attire pas? Je pense que dans la sous-région, la différence entre les championnats, je parle de la sous-région, la différence entre les championnats qui payent mieux et ceux qui payent moins n'est pas si élevée que cela. Vous prenez en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, juste à côté de nous, au Togo, Bénin, je vous assure que les écarts sont pas grands. C'est quasiment, je veux dire, la même fourchette de salaire. Voilà. Un joueur local, vous ne le traitez pas comme vous traitez un expatrié. L'expatrié, logiquement, va demander plus. Non, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plutôt enclins à jouer chez eux. Cette envie de tout de suite aller voir ailleurs n'est plus aussi élevée qu'il y a quelques années parce que justement tout le monde est organisé, tout le monde tient son championnat dans les délais, tout le monde tient son championnat jusqu'à la fin. Il n'y a pas encore longtemps, autour de nous, certains débutaient la saison et elles s'arrêtaient juste après 4 ou 5 journées parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Moi, de ma petite expérience de journaliste, j'ai jamais entendu que le championnat du Burkina n'est pas arrivé à terme parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Alors ceux qui avaient envie de jouer, qui étaient dans les pays voisins, venaient systématiquement ici. Maintenant, leurs championnats se sont organisés, leurs championnats vivent très bien. Ils n'ont forcément pas besoin de venir ici parce que, je veux dire, l'attrait financier n'existe pas. Voilà, un joueur qui joue au Bénin, au Togo ou en Côte d'Ivoire ne viendra pas au Burkina. La fourchette est la même. C'est, on va dire, les mêmes salaires, c'est les mêmes conditions de travail. Et puis, je dis au Burkina, c'est peut-être un avantage le fait qu'il y ait beaucoup de restrictions au niveau donc des entraîneurs où n'importe qui ne vient pas d'une équipe pour entraîner. Et ça fait que les entraîneurs donc, des autres pays ne venant plus assez souvent ici, les joueurs ne viennent pas autant. Parce qu'en Afrique, justement, quand un entraîneur bouge, le plus souvent, il bouge avec ses poulets. Et donc, étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de mouvements chez les entraîneurs, ça rejaillit sur les joueurs, il n'y a plus assez de mouvements chez les joueurs. Ok, on comprend mieux alors. En tout cas, merci bien, Somda. Merci à toi, Joufra. Ça a été un plaisir de te recevoir. Un grand plaisir de retrouver le plateau de JDS. N'est-ce pas? Merci encore. C'est terminé aussi pour ceux qui nous regardent. C'est terminé pour ce JDS, journal dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. On se donne rendez-vous dimanche prochain et d'ici là, portons-nous bien.